Bien, mes chers collègues, bonjour. Le président de la République a annoncé qu'il envisageait, sur proposition du Premier ministre, de nommer M. Philippe Pascal aux fonctions de PDG du groupe Aéroports de Paris. En application de l'article 13 de la Constitution, la Commission doit se prononcer sur cette nomination. L'audition de M. Philippe Pascal aura lieu le mercredi 5 février à 9 h. Le Sénat l'entendra le 12 février. Comme décidé par le bureau, il revient au groupe LFI-NFP de rapporter sur cette nomination. J'ai reçu la candidature de Madame Clémence Guettet. Pas d'opposition. Il en est décidé ainsi. Je vous remercie. Nous en venons au second point de notre ordre du jour, l'audition de M. Sylvain Waserman, PDG de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Cette audition sera suivie demain de celle de l'Agence Bio et de l'Office français de la biodiversité. Ces agences font l'objet de critiques violentes. Il me paraissait essentiel qu'elles puissent se défendre et préciser des faits et que l'Assemblée nationale, en particulier la Commission du développement durable, fasse entendre son point de vue avant la commission mixte paritaire qui aura lieu jeudi prochain sur le projet de loi de finances pour 2025. Le débat sur la seconde partie du PLF n'a eu lieu qu'au Sénat et il faut un rééquilibre. La simplification est nécessaire pour les opérateurs comme pour les normes, mais il ne faut pas confondre procédure et papasserie avec la protection de l'environnement et de la santé. Il y a des mots comme ça qu'on n'y arrive pas. De même, la nécessaire réduction des dépenses publiques ne doit pas servir de paravent à une offensive contre l'écologie. Ce n'est pas une bonne manière de débattre, il faut assumer la discussion sur chacun de ces enjeux en tant que tel. Tout le monde sait aujourd'hui que l'argent qui n'est pas mis maintenant dans la transition écologique, ce sera des investissements bien plus considérables dans quelques années. C'est reporter le fardeau pour nous plus tard et pour les jeunes. L'impact sur le pouvoir d'achat et pas seulement sur l'environnement sera bien plus fort. S'agissant de l'ADEME, je tiens, Monsieur le Président, à saluer son travail remarquable dont bénéficient largement les territoires. Je note que l'IGF elle-même, après un travail d'inspection extrêmement approfondi, ne remet pas en cause l'agence ni sa gestion dont elle salue au contraire la rigueur. Bien sûr, elle a dégagé des pistes d'optimisation et de recentrage. Vous nous direz comment vous prévoyez de les mettre en œuvre. Je souhaite aussi que vous rappeliez la distinction entre ce qui relève du fonctionnement de l'agence et ce qui constitue des investissements, en particulier pour le développement de la chaleur renouvelable et de l'économie circulaire. En l'état, comment les perspectives d'investissement de l'ADEME sont-elles affectées ? Je remercie les groupes d'avoir accepté pour l'audition des 3 agences un format d'audition plus compact d'1h30 et un temps de parole un peu différent, 2 minutes pour les orateurs des groupes, 2 questions d'1 minute par groupe ensuite. Monsieur le Président, vous avez la parole pour 10 minutes. Ça a changé. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je voudrais d'abord commencer par vous remercier de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans un moment, et pour aller dans le vif du sujet, où le débat public place le sujet de la transition écologique et en particulier de l'ADEME au cœur du débat public. Je voudrais d'abord commencer par dire qu'à mon sens, il y a 2 choses à distinguer. La première question, c'est est-ce que l'État met trop d'argent dans la transition écologique ? Et est-ce que l'ADEME gère correctement les moyens qu'il opère, que nous opérons pour le compte de l'État? Et ces 2 questions distinctes qu'il est important de mettre chacune à sa juste dimension. Sur le premier point, je voudrais témoigner depuis 1 an et demi maintenant que je préside l'ADEME, de l'importance pour les entreprises d'être à leur côté dans leur décarbonation. Vous avez tous dans vos circonscriptions des entreprises qui ont identifié que la décarbonation n'est pas un sujet annexe, et c'est un sujet cœur de stratégie. Je sais cette anecdote, elle est tellement révélatrice. J'étais dans l'Orne, je rencontrais des entreprises. Je fais 72 déplacements depuis ma présidence, donc je suis souvent sur le terrain. Un verrier de l'Orne, un patron d'une verrerie de l'Orne me disait 70% de mes chiffres d'affaires, c'est des grands groupes français. Ils m'ont écrit en me disant en 2030, on sera totalement décarboné, donc nos fournisseurs le seront aussi, donc ce sera avec vous
ou sans vous. Et pour ce chef d'entreprise de génération en génération dans la Verrerie, dans l'Orne, ce sujet de la décarbonation, c'est bien sûr un enjeu qu'on peut imaginer climatique, sociétal, mais enfin, c'est aussi, il me disait, je suis out of business si je n'ai pas réussi ma décarbonation en 2030. Ça, c'est un exemple qui était très révélateur. La décarbonation se rapproche du cœur de stratégie des entreprises. Et je crois que plus que jamais, ces entreprises ont besoin de l'État. Parce que le retour sur investissement d'un projet de décarbonation n'est pas évident. Et sans aide de la puissance publique, il est compliqué de convaincre des actionnaires, d'engager des financements importants. Donc je crois que, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, que plus que jamais, les entreprises ont besoin de la puissance publique en ce moment même. Pareil sur le fonds chaleur et les territoires. Le fonds chaleur, c'est un fonds important pour nous parce qu'il permet de construire, pour que les collectivités puissent construire des solutions d'énergie renouvelable. Et je dis souvent qu'elles vont dans le sens de protéger leurs concitoyens. Quand vous avez du gaz naturel, rappelez-vous 2022, les prix sont x10. Vous pouvez avoir des aléas. Vous aviez des entreprises qui disaient on va faire faillite si ça dure 3 mois. Vous aviez des bailleurs sociaux qui voyaient les charges exploser. Un réseau de chaleur, c'est de l'énergie, que ce soit de la chaleur fatale, que ce soit de la géothermie, que ce soit du solaire thermique, de la biomasse. Ce sont des énergies locales, souveraines, qui protègent les concitoyens des variations des cours internationaux de l'énergie. Donc les élus qui entament ces démarches ont besoin de cette aide et les 800 millions d'euros sont importants dans cette dynamique-là. On a 2 fois plus de demandes que de budget, donc c'est de l'argent utile. Je voudrais aussi insister sur le fait que depuis 1 an et demi notamment, on travaille sur l'efficacité carbone de l'euro investi. Nous sommes un opérateur de l'État. Ce n'est pas le budget de l'ADEME dont on parle. 92% des 3,4 milliards, et la ministre le rappelait, 92% des 3,4 milliards qu'opère l'ADEME, c'est de l'argent qui va cofinancer des entreprises ou des collectivités de vos territoires. On pourra parler des 8% après, mais ces 92%, c'est pour des projets de territoire. Notamment, ces métriques financières sont importantes à mettre en avant. Ce n'est pas un sujet d'idéologie, c'est aussi un sujet de retour sur investissement financier. Regardez le fonds chaleur. 4,3 milliards d'euros d'argent public investis depuis le début du fonds chaleur, plus de 10 ans. C'est beaucoup d'argent public. Sauf que ces 4,3 milliards ont généré 14 milliards d'argent privé en co-investissement. Et surtout, ça économise 45 TWh de gaz naturel tous les ans, d'importation de gaz naturel. C'est-à-dire que ça économise tous les ans entre 1 et 4 milliards d'importation et donc de déficit de la balance commerciale. Donc ces 4,3 milliards d'euros d'argent de l'État investi dans le fonds chaleur économisent chaque année, en fonction des variations du prix du gaz, entre 1 et 4 milliards d'euros d'importation de gaz naturel et donc de déficit de la balance commerciale. Donc quand on regarde factuellement ces chiffres, on se dit que bien sûr c'est un enjeu climatique, mais c'est aussi un intérêt financier de souveraineté pour moins dépendre notamment de l'importation des énergies fossiles. Le deuxième élément de la question, c'est est-ce que l'ADEME est efficace pour gérer cet argent public important? Et l'argent public est rare, donc il faut s'interroger évidemment sur la gestion. D'abord, il y a cet indicateur que j'exprimais, l'efficacité carbone de l'euro investi. Pour donner quelques chiffres, avec le fonds chaleur notamment, qui est notre fonds un peu emblématique, on est à 36 euros de la tonne de carbone évité. C'est parmi les meilleurs ratios d'efficacité. Et maintenant, à l'ADEME, quand on main dans la main avec le ministère qui suit ça de près, à chaque projet, à chaque programme, on mesure combien de tonnes de carbone vont éviter les euros d'argent public injectés, ce que j'appelle l'efficacité carbone de l'euro injecté. Sur le fonds chaleur, vous avez une performance qui est c'est là où l'État place de l'argent très bien placé en termes de retour sur investissement climatique. Le deuxième point, vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, c'est l'IGF. Tous ceux qui ont vécu une inspection de l'IGF savent que quand à 7h30 du matin, sur 4 de vos sites, il y a 11 inspecteurs de l'IGF qui viennent chez vous, qui pendant 4 mois analysent tout, du sol au plancher, vos chiffres, vos dépenses, chaque euro de dépenses, chaque performance de processus. Bon, c'est un travail extrêmement sérieux qui a été réalisé. Je pense que personne d'entre vous n'en doute. Et quelles ont été leurs conclusions très factuelles? 11 axes d'amélioration dont je rends compte à mon conseil d'administration, je pourrais y revenir.
Mais je cite, l'ADEME est globalement bien gérée. Deuxième point, ils ont recommandé, ce que personnellement je n'avais jamais vu dans un rapport de l'IGF, de poursuivre l'augmentation des effectifs de l'ADEME. On avait eu une augmentation d'effectifs importante au 1er janvier 2024 pour réinternaliser des intérimaires. On a beaucoup d'intérimaires, on a 1050 ETP plus 400 intérimaires. Donc on a commencé l'an dernier une internalisation d'intérimaires et ils ont recommandé de poursuivre cela. Et puis ils n'ont pas demandé qu'on change de modèle. Et pourquoi? Parce qu'à mon sens, on a une force dans le modèle existant. En ce moment, on est un peu dans le concours Lépine de est-ce qu'il faut nous couper en 18 morceaux, nous finir avec un tel, etc. Moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que d'abord, nous, on est à notre juste place. Nous, on est un opérateur de l'État. C'est vous qui décidez. Nos missions, elles sont dans la loi. Donc, c'est vous qui décidez. Mais pour nous créer, comme pour nous supprimer, comme pour réorganiser, c'est vous qui décidez des missions de l'ADEME. Après, nous avons un COP, donc un contrat d'objectifs et de performance, avec le ministère pour ajuster chaque année ou chaque 4 ans et fixer les objectifs chiffrés, précis et détaillés. Mais dans cette logique du modèle, ce que je trouve est une force dans notre modèle, c'est que vous avez des ingénieurs, vous avez 150 chercheurs, on a 600 ingénieurs au total, qui travaillent sur des méthodologies, qui développent une expertise sur tous les sujets de la transition écologique. Il n'y a aucune de nos méthodologies qui n'ont été inventées dans un bureau fermé. Elles se nourrissent toutes des 27 équipes qu'on a en région, qui sont au contact au quotidien de vos territoires, avec les élus, avec les entreprises, qui sont les deux interlocuteurs du quotidien qu'on a à l'ADEME. Et donc, nos méthodologies se nourrissent de ça. Et à contrario, dès qu'une méthodologie se définit, elle est immédiatement généralisée massivement sur tout le territoire. Quand on parle de méthodologie, de quoi on parle? On parle par exemple de territoire engagé pour la transition écologique, qui est une approche pour que les élus des territoires puissent regarder à 360 degrés l'ensemble des sujets de la transition écologique et qu'ils puissent avoir une approche assez scientifique sur la façon de construire leur plan de transition. Un EPCI sur 2 s'est engagé dans cette approche territoire engagé pour la transition écologique, qui est notre méthodologie pour accompagner les territoires dans la transition. Pareil sur les entreprises. Notre méthodologie phare, elle s'appelle ACT. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais si vous avez des questions sur le sujet. Mais ACT, ça a fait l'objet d'une signature avec la Banque de France, parce que mon positionnement, j'ai été chef d'entreprise, je mesure combien, aujourd'hui, la transition écologique peut être un avantage concurrentiel pour les entreprises qui se décarbonent. Encore faut-il pouvoir avoir un œil extérieur qui valide, qui objective la solidité des plans de décarbonation. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde est plus vert que vert en 2040. Donc la question, c'est comment on distingue une entreprise qui s'engage en décarbonation, qui marque des points, qui peut valablement le valoriser auprès d'un client, par exemple, de celle qui est plus dans le greenwashing. Donc ces méthodologies solides, scientifiques, qui a fait l'objet d'une signature en octobre dernier avec la Banque de France, nous permet d'avoir des approches méthodologiques solides. Je voudrais peut-être conclure dans les chantiers. Je vous avais présenté 6 mois après mon élection les chantiers prioritaires qu'on a lancés. L'un des chantiers extrêmement importants, c'est la territorialisation et l'approche territoriale. Je voulais juste, dans la minute qui me reste, vous dire que nous avons opéré beaucoup d'actions, mais dont 2 que je voudrais mettre en avant. D'abord, la création d'un réseau qui s'appelle Élus pour agir, pour partager des clés de décryptage avec tout élu qui le souhaite sur l'ensemble des thématiques. C'est toujours le même format. Des experts qui parlent non pas du problème en général, mais de la réalité, de la façon dont ça peut se traduire pour un village ou pour une commune ou pour un territoire. Après, des partages d'expériences avec des élus qui ont réussi plus ou moins bien, qui partagent leurs difficultés et leurs réussites. Et après, le porter à connaissance des dispositifs et des outils qui peuvent exister. On l'a fait sur de plus en plus de sujets. On a 3600 élus qui nous ont rejoints dans ce réseau en 1 an. Et pour moi, c'est si vous voulez, quand je suis arrivé à l'ADEME, j'ai été maire pendant 10 ans de village, je me suis dit, waouh, si j'avais su tout ça quand j'étais maire, quoi. Et je me suis dit, mais il faut qu'on ouvre au maximum à tous les élus qui le souhaitent, bien sûr, qu'on ouvre au maximum, qu'on partage ces clés de décryptage, qu'on partage ces outils. Et c'est ça la vocation de ce réseau. Et puis, deuxième point, il y avait une espèce de situation qui me mettait mal à l'aise, c'est que, en fait, un préfet de département n'avait pas visibilité des actions de l'ADEME avec les collectivités de son département, alors même
que nous sommes un opérateur de l'État. Donc c'est corrigé depuis milieu d'année dernière, où tous les 3 mois, chaque préfet de département de France a l'ensemble du portefeuille, pas seulement des choses qu'on finance, mais du portefeuille, c'est-à-dire des dialogues qu'on peut avoir avec les collectivités de son département pour qu'il en ait pleine visibilité et qu'il puisse interagir avec nous. Voilà, merci mesdames, messieurs, merci madame la présidente, et je suis évidemment à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc nous en venons maintenant aux orateurs des groupes pour 2 minutes. Exceptionnellement, je les prends à la suite. Et nous donnons la parole pour démarrer à Timothée Houssin. Merci. Monsieur le Président, l'ADEME dispose d'un budget annuel de 4 milliards d'euros, financé principalement par des subventions de l'État et des taxes affectées. Ces montants sont significatifs et de nombreuses voix s'élèvent dans le débat public pour questionner le périmètre et l'efficacité des agences publiques. Dans un contexte budgétaire contraint où chaque euro dépensé doit être optimisé, quelles mesures l'ADEME envisage-t-elle pour rationaliser son action et éviter les doublons avec d'autres organismes publics ou privés ? 800 millions d'euros sont consacrés annuellement au Fonds Chaleur, qui permet à des collectivités et à des entreprises d'être accompagnées financièrement pour que leur production de chaleur ou de froid passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables, solaire, géothermie ou biomasse notamment. Alors que 6 000 acteurs ont été accompagnés avec une prise en charge allant jusqu'à 60% du coût d'installation et 25% de gains potentiels sur la facture énergétique, pouvez-vous nous informer sur la rentabilité de ces investissements publics ? Pour 1 euro investi par l'ADEME, quelle retombée en termes d'économie pour les entreprises et collectivités françaises ? Autre point, l'ADEME entend faire baisser les émissions de CO2 et semble s'inscrire dans une démarche scientifique. Cependant, non seulement l'ADEME soutient la politique discriminatoire des ZFE, mais elle va même jusqu'à se fixer pour objectif que ces zones d'exclusion des Français modestes soient étendues. Comment justifiez-vous qu'un Porsche Cayenne qui émet plus de 200 grammes de CO2 par kilomètre puisse être autorisé à entrer dans ces zones, et pas une Clio ou une Twingo des années 2000 qui en émettent 2 fois moins ? Ne vous semble-t-il pas évident qu'il faille renoncer à ces ZFE, ou au moins revoir les notations critères qui frappent injustement nos concitoyens les plus modestes, sans aucune justification écologique ? Enfin, votre agence appelle à décupler la puissance photovoltaïque. Un développement non maîtrisé du photovoltaïque pourrait entraîner une aggravation des phénomènes négatifs liés à l'intermittence de cette énergie, prix négatif sur le marché de l'électricité et nécessité de moyens de production pilotables fossiles pour pallier les creux de production. Face à cette problématique, quelles énergies complémentaires, solutions de stockage ou déplacement des consommations envisagez-vous ? Et surtout, à quel prix pour nos ménages et entreprises ? Merci beaucoup. Je donne la parole à Daniel Brulbois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens à vous remercier pour votre présence, à vous féliciter pour votre action et votre bonne gestion et vous témoigner notre soutien et notre estime. En tant qu'agence de la transition écologique, l'ADEME a pour mission d'accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire, créatrice d'emplois, plus humaine et harmonieuse. À cette fin, elle soutient l'innovation de la recherche jusqu'à l'application et le partage de solutions au plus profond de nos territoires. Et je peux en témoigner sur les grands projets comme les petits dans le Jura, méthanisation, scierie, photovoltaïque, cimenterie, chaufferie, vous êtes présents. L'agence, qui devrait réunir le soutien des différentes forces politiques, s'est vue attaquer récemment à plusieurs reprises sur son coût pour nos finances publiques. Face à ces attaques, vous avez justement rappelé que sur les 3,5 milliards d'euros de budget, 92% ont été alloués au territoire à des aides directes allouées à des projets réalisés. Parmi les programmes les plus importants figure le dispositif Chaleur renouvelable, doté de 830 millions d'euros. Celui-ci est essentiel pour les entreprises et les collectivités locales. Une autre composante majeure est le Fonds France 2030, dont l'ADEME gère la section dédiée au soutien à l'innovation et à la décarbonation, pour un budget total de 8,4 milliards d'euros sur 5 ans. La transition écologique coûte cher, certes, mais il faut rappeler qu'elle est vitale pour notre monde. Elle agit dans de multiples domaines. Et l'agence est la plus compétente pour le faire, comme l'indique l'Inspection générale des finances en 2023. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous avons voté à de maintes reprises de nouvelles missions pour l'ADEME. Parce qu'elle est le maître d'ouvrage privilégié des aides à la transition écologique et énergétique. S'il faut faire des économies, il y a bien d'autres domaines, d'autres satellites sur les 1200 qu'en compte l'État et organismes consultatifs. Le reproche qui a été fait à l'ADEME et par l'AMF est qu'elle est trop centralisée et sa rigidité.
Vous y avez travaillé avec le réseau Élus pour Agir, qui rassemble aujourd'hui 3600 élus locaux. Pouvez-vous nous en parler, Monsieur le Président? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Je donne la parole à Claire Lejeune. Merci Madame la Présidente. Monsieur Wazerman, je voudrais commencer par vous remercier d'être présent et vous apporter au nom de mon groupe politique mon soutien ainsi qu'à l'ADEME. Ce soutien, il est important à réitérer à un moment où vous avez été sous le feu de critiques irresponsables et démagogiques venant de l'extrême droite puis de la droite. Ici, en octobre 2024, le Rassemblement national a proposé un amendement pour supprimer l'ADEME. Le 13 janvier, c'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui s'est déclarée en faveur de la suppression à la suite du président du Sénat, Gérard Larcher. Tout ça arrive dans un contexte de sacrifice des politiques structurantes de la transition écologique dans les budgets Barnier puis Bayrou, sur la rénovation thermique, sur le fonds vert, sur les aides à l'électrification du parc automobile. Tout y passe. Donc, à entendre cette volonté de supprimer l'ADEME de la part de ceux qui n'ont aucun souci à sabrer tous les investissements sur l'écologie, on se dit que ce n'est pas juste une question pour eux de modifier l'outil, mais bien de sacrifier l'objectif. C'est donc bien une attaque politique sur l'écologie, déguisée en contestation de sa gouvernance. Donc voilà le fond de l'affaire. Non, la transition écologique ne se fera pas grâce à la main magique et invisible du marché. Elle requiert effectivement des financements publics massifs. Elle requiert des agents publics par milliers, formés et engagés, comme on en trouve à l'ADEME. Nous pensons d'ailleurs qu'il en faudrait d'ailleurs beaucoup plus, et là on s'aligne avec les constats de l'IGF, et elle requiert aussi un État qui se donne les capacités de planification et de contrôle. Ma question, elle est donc assez simple. Quels effets risqueraient d'avoir ces potentielles coupes budgétaires et les coupes sur les moyens d'action de l'ADEME sur votre capacité à mener tous les projets dont vous nous avez parlé, à la fois avec les collectivités et les entreprises, en sachant que vous êtes déjà en déficit de moyens pour régler certaines des demandes qui vous sont faites. Par exemple, sur Fonds Chaleur, vous avez a priori 2 fois plus de demandes que de budget pour satisfaire les projets sur lesquels on vous demande d'intervenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. On poursuit avec Stéphane Delautrette. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général, si la tâche de président de l'ADEME n'a jamais été un long fleuve tranquille, force est de constater que votre présidence n'échappe pas à la règle. Depuis quelques semaines, on assiste en effet à une attaque massive et coordonnée de la droite et de l'extrême droite contre les agences de l'État, la vôtre, Monsieur le Président, mais aussi l'Agence Bio et l'OFB. Or, qu'ont en commun ces 3 agences, si ce n'est d'accompagner la transition écologique de nos agriculteurs, de nos entreprises, de nos collectivités territoriales partout en France? À l'heure où tous les rapports mettent en avant la nécessité d'investir davantage dans la lutte contre le réchauffement climatique, certains tentent au contraire, par déni, voire par stratégie électorale court-termiste, de jeter l'opprobre sur le travail de ces agences et de leurs milliers d'agents. On ne peut pas se dire engagé pour la transition écologique et en même temps affaiblir les institutions qui rendent cette transition possible. Cette incohérence fragilise profondément la transition climatique de notre pays. Malheureusement, ces discours commencent petit à petit à se traduire dans les faits. L'actuelle discussion sur le projet de loi de finances en est l'exemple parfait. Le coup de rabot budgétaire de près d'1 milliard d'euros aura forcément, Monsieur le Président, un impact sur l'activité de votre agence qui a d'ores et déjà entériné un budget 2025 en baisse de près de 230 millions d'euros, même si certaines dispositions n'ont pas été gravées dans le marbre. Pouvez-vous nous éclairer et éclairer cette commission sur l'impact probable du projet de budget 2025 sur l'activité de votre agence qui, je le rappelle ici, travaille étroitement avec l'ensemble des territoires et particulièrement les régions via les CPER et dont l'accompagnement des territoires et des entreprises a été largement salué par les acteurs eux-mêmes. Merci pour votre éclairage, Monsieur le Président, et vous pouvez compter sur l'ensemble de mon groupe pour défendre l'agence et plus largement la transition écologique de notre pays. Merci beaucoup. On poursuit avec Jean-Pierre Tête. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur le Président, Directeur Général. La France connaît un contexte budgétaire d'une gravité inédite. L'une des causes structurelles est le développement incontrôlé des opérateurs de l'État.
Selon les définitions retenues, on en dénombre entre 400 et 1200, avec un coût estimé entre 50 et 80 milliards d'euros. Comme l'a rappelé le Premier ministre hier, le maquis est tellement touffu que notre appréciation est sans doute très parcellaire. Face à ces dérives, la droite républicaine a proposé de supprimer l'ADEME, agence dont vous avez la charge. Soyons clairs, nous ne remettons pas en cause nos objectifs en termes de transition environnementale et nous ne ciblons pas les agents de l'ADEME qui remplissent les missions demandées. Ce qui nous préoccupe, ce sont l'efficacité, la cohérence, la rationalité des actions menées. Nous estimons que l'organisation actuelle est à revoir. Aujourd'hui, nous avons en France 6 ou 7 agences pour traiter la question environnementale. Agences qui traitent des dossiers qui intéressent également les régions ou encore la Banque des territoires. Ce millefeuille et cette dispersion des moyens sont symptomatiques du mal français. Il y a une deuxième difficulté causée par la multiplication des agences, difficulté à laquelle le parlementaire que vous avez été ne peut être insensible, la dépossession du politique au profit d'une administration qui se détache de l'autorité de ses ministres de tutelle. Les agences s'approprient simplement un pouvoir laissé vacant par la classe politique qui s'est elle-même dévêtue de ses prérogatives. Dans ce contexte budgétaire et cette dette abyssale qui pèse sur chaque Français, l'État a le devoir de reprendre la main sur la gestion de ses politiques publiques. Cela passe par la réintégration de l'ADEME, comme d'autres agences, à l'administration de l'État central ou des collectivités territoriales. Je comprends que la réponse que vous allez m'apporter est complexe compte tenu de votre poste actuel. Mais vous qui avez été maire pendant près de 10 ans, ayant l'obligation de voter un budget communal en équilibre, comprenez-vous nos interrogations légitimes sur le mode d'organisation de nos politiques publiques et vous paraissent-elles au moins pour partie justifiées? Je vous remercie. Merci beaucoup. On poursuit avec Nicolas Bonnet. Alors, il y a un micro d'ouvert. Pourtant, je coupe ici. Il faudrait éteindre et rallumer. Voilà, super. Madame la Présidente, Monsieur le Président directeur général de l'ADEME, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc, depuis plusieurs semaines, et encore une fois à l'instant, l'extrême droite et la droite se plaisent à attaquer différentes agences de l'État qui mènent étrangement toutes en place des politiques publiques en faveur de la transition écologique et énergétique. Alors, l'argument, évidemment, c'est toujours que ce serait à cause de gaspillage budgétaire, que ce ne serait pas assez optimisé. Or, justement, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, l'ADEME a bénéficié récemment de l'Inspection générale des finances qui a fait un rapport, un audit sur l'activité, le fonctionnement de l'ADEME. Et il en ressort effectivement que la gestion de l'établissement est globalement satisfaisante et ils ne font aucune recommandation qui mettrait en cause le modèle de l'ADEME. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur une agence très bien gérée qui justement est optimale vis-à-vis de la dépense, vis-à-vis des investissements qu'elle doit gérer, de l'argent public qu'elle doit gérer, puisque le fonctionnement de l'ADEME, c'est moins de 1% de son budget. Et vous avez cité notamment 92% de vos financements qui vont sur l'investissement sur les territoires, que ce soit pour les collectivités ou les entreprises. Donc aujourd'hui, ces critiques, étant donné qu'elles nous paraissent largement infondées sur le mode de fonctionnement de ces agences, on voit bien qu'en fait, ce sont des attaques déguisées sur le fond. Et on ne peut que le déplorer quand on voit évidemment l'ampleur du besoin en termes de transition énergétique ou écologique au sens plus large. Donc évidemment, je vous assure de tout le soutien du groupe écologiste et social sur le besoin que vous avez de moyens pour remplir vos missions qui sont essentielles. Une petite question maintenant sur le fond, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on peut aller pour aller encore plus loin que sur les questions d'atténuation aujourd'hui au changement climatique. C'est sur l'adaptation, un sujet qui devient de plus en plus prégnant, qu'on voit encore dans l'actualité aujourd'hui avec les risques d'inondation. On pourrait revenir sur les méga-feux. Donc l'ADEME s'intéresse à ce sujet déjà depuis quelques temps, mais n'a pas forcément beaucoup de missions qui lui sont confiées par l'État là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les moyens que vous avez d'ores et déjà à y mettre et ceux que vous estimez avoir besoin pour aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement des collectivités locales et des entreprises en matière d'adaptation au changement climatique? Merci. Merci. Je donne la parole à Mickaël Cosson. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, aujourd'hui, l'ADEME consacre 92% de ses subventions à destination directement des territoires. Et à l'heure où nous, quelque part, quittons l'ère néolithique où nous avons été amenés à dominer la nature
et que nous rentrons dans une nouvelle ère où cette fois-ci c'est la nature qui nous domine et que nous allons devoir faire non plus de domination mais plutôt de robustesse, ma question elle est de pouvoir savoir si aujourd'hui vous considérez que les actions qui peuvent être menées par nos territoires permettent dans le temps de pouvoir justement faire preuve de suffisamment de robustesse. Je m'explique. Aujourd'hui, nous défendons des énergies renouvelables dont la matière première n'est pas chez nous et dont en plus elles ne sont pas renouvelables. Aujourd'hui, considérez-vous que d'un point de vue de l'économie circulaire, l'ADEME a encore exploré tous les nombreux domaines qui nous restent à explorer. Je pense à notre système de mobilité par le rétrofitting, mais je pense également à tout ce que suscitent nos différentes activités, qu'elles soient d'ordre industriel, agricole ou bien même tout simplement domestique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la meilleure ressource renouvelable et qui nous assurerait une souveraineté à l'échelle de notre territoire. Et considérez-vous qu'il n'y a pas encore suffisamment de freins d'ordre législatif qui nous permettent de pouvoir disposer d'une souveraineté, qu'elle sera industrielle, mais aussi de nos matières premières que sont nos déchets, plutôt que de continuer à enfouir avec des conséquences sur notre environnement, telles qu'on peut le voir dans nos cours d'eau ou bien sur nos sols. Dernier point. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où on répond à des appels à projets lorsque vous êtes issu d'un territoire. Ne devons-nous pas passer à un autre logiciel qui est de pouvoir répondre aux besoins et d'avoir ces enveloppes pour leur permettre de pouvoir anticiper toute la transition écologique ou environnementale auquel elles sont confrontées, plutôt que répondre à un appel à projet et garder des dossiers sous le coude. Merci beaucoup. On poursuit avec Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Mesdames, chers collègues, au nom du groupe Horizon et Apparentés, je veux vous remercier de votre présence. Je vous renouvelle notre confiance et notre soutien quant à la gestion financière et technique de votre agence. En soutenant l'innovation, en accompagnant les acteurs locaux et en évaluant les politiques publiques, vous jouez un rôle essentiel pour orienter la France vers un modèle économique plus durable et plus résilient. La transition et l'adaptation écologique ont un coût, certes, mais l'inaction a un coût bien supérieur. Nous ne le savons que trop. Je voudrais illustrer notamment votre pertinence sur la décarbonation de l'industrie. En France, l'industrie représente environ 20% des émissions de gaz à effet de serre, en équivalent à 78 tonnes par an. Elle s'impose comme un acteur clé pour contribuer à atteindre la neutralité carbone. La décarbonation de l'industrie est nécessaire, il ne s'agit plus de nous poser la question, et cela répond aux objectifs de neutralité carbone fixés par la France à l'horizon 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver l'environnement. D'une manière plus large, l'engagement de la décarbonation des industries contribue à l'amélioration de l'enjeu santé-environnement, santé au travail, et donc s'intègre dans une véritable démarche RSE. Dans les faits, si certaines industries n'ont pas attendu pour se saisir de cette démarche et investir pour transformer leurs outils, les objectifs de décarbonation s'imposent désormais au secteur industriel afin qu'ils deviennent un critère de choix pour les investisseurs et les clients, mais vous l'avez très bien dit en préambule. Vous avez pu expliquer à travers un de vos derniers avis les leviers technologiques possibles pour décarboner l'industrie qui doit pouvoir s'adapter à chaque secteur, à chaque site et les méthodes pour mettre en place des plans d'action. Pouvez-vous nous préciser les modalités de mise en valeur, d'évaluation des innovations territoriales et de quelle façon elles peuvent être déployées ? Et en octobre dernier, vous l'avez dit, vous avez signé, vous êtes le seul à avoir fait, une convention avec la Banque de France sur la méthodologie de décarbonation des entreprises, la fameuse méthodologie ACT. Pouvez-vous nous dire quels sont les leviers supplémentaires que vous ambitionnez à travers cette convention et comment, à l'appui des plans de financement tels que Pacte Industrie et France 2030, dont les budgets sont actuellement en cours de discussion dans le PJL 2025, vous pouvez accompagner, conseiller et soutenir les industries dans leur transformation de décarbonation. Je vous remercie. Merci beaucoup et on conclut avec Constance de Pellichy. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Au nom du groupe Lyot, je voulais vous remercier pour votre présence parmi nous cet après-midi. Je suis l'heureuse élue d'une circonscription industrielle qui compte parmi ses fleurons l'entreprise Suisse Chrono, spécialisée dans les panneaux construction bois. Grâce à l'intervention de l'ADEME, à hauteur de 20 millions d'euros, cette entreprise s'est totalement décarbonée via un investissement dépassant les 120 millions d'euros. Sans le soutien de l'ADEME, l'entreprise n'aurait jamais réalisé cet investissement exemplaire comme nous l'ont confié les actionnaires en septembre dernier lors de l'inauguration à laquelle vous étiez présents. Alors oui, nous devons rééquilibrer nos comptes publics, cela va sans dire.
Mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue une autre dette, la dette environnementale. Nous devons léguer à nos enfants un monde vivable et cette perspective, malheureusement, ne cesse de s'éloigner. Les sénateurs ont adopté une diminution de près d'1 milliard d'euros des moyens de la mission écologie dans le budget. Je suis de ceux qui espèrent qu'on peut faire plus ou à minima autant avec moins. Mais ces restrictions budgétaires sont-elles raisonnables ? Votre agence a été mise sous le feu des projecteurs par le président du Sénat qui vous a prêté un budget conséquent. Pouvez-vous nous éclairer sur la question ? S'agissant de votre budget, qu'est-ce qui relève des dépenses de fonctionnement et qu'est-ce qui constitue des dépenses d'investissement ? Au-delà des polémiques, pensez-vous être en mesure de réaliser des économies ? Et voyez-vous, par exemple, des doublons entre votre agence et les DREAL ? J'ai des interrogations, en outre, quant aux moyens laissés aux collectivités territoriales pour mener les investissements de transition attendus d'eux, dans les infrastructures de transport, par exemple. La hausse de 150 millions du fonds vert suffira-t-elle à contrebalancer les économies budgétaires demandées par ailleurs ? Pour finir, une dernière question concernant la simplification administrative. Quelles actions menez-vous pour faciliter l'accès aux aides dont vous avez la gestion et limiter les contraintes pesant sur les entreprises et les collectivités territoriales ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous laisse répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos nombreuses questions. Je vais essayer de m'attacher à y répondre une à une de façon le plus exhaustive possible. Monsieur Houssin. Alors, donc sur les chiffres, je reviendrai dans le détail peut-être pour répondre à la dernière question qui m'est posée sur le détail du budget. C'est 3,4 milliards c'est pas le budget de l'ADEME, c'est le budget opéré par l'ADEME, mais c'est très différent. Par exemple, France 2030 pour la décarbonation des entreprises. Certes, l'ADEME instruit le dossier. Certes, je signe le contrat avec l'entreprise en question. Mais la décision, elle est SGPI, France 2030, Premier ministre. Le fonds vert, on opère 3 des poches des fonds verts, sur les friches, sur les biodéchets, sur un peu de la décarbonation d'industrie aussi. C'est le préfet qui décide. On instruit, on opère, on contractualise, mais c'est le préfet qui décide. Donc tout ça est dans les 3,4 milliards, aux côtés d'autres dispositifs comme le fonds chaleur ou le fonds économie circulaire, où là aussi, la décision relève d'une autre logique qui va jusqu'à mon conseil d'administration, où là, à la fois les ministères, à la fois les ONG, à la fois les collectivités territoriales, à la fois les salariés siègent. Mais ces 3,4 milliards d'euros, je reviendrai sur leur décomposition tout à l'heure peut-être, je le redis, excusez-moi, ce n'est pas pour être pointilleux, mais ce n'est pas le budget de l'ADEME, c'est le budget que l'État consacre à la transition écologique et qui nous confie avec la responsabilité de garantir l'efficacité des euros investis. Voilà. Sur la rentabilité, mais alors on a disséqué dans tous les sens le fonds chaleur. Quand je vous parlais tout à l'heure des 4,3 milliards d'euros d'argent investi, ça a levé 14 milliards d'argent privé. C'est ça qui génère les économies de 1 à 4 milliards par an d'importation de gaz naturel. L'effet levier, il est à peu près d'un facteur 3. Sur les fonds, c'est le rapport entre 4 et les 14 milliards à peu près. Sur chacun de ces projets, en fait, il faut bien, je vous rappelle quelque chose, tout est transparent chez nous. Chaque fois qu'on donne 1 euro pour le compte de l'État dans un budget, dans un projet, pardon, c'est sur notre site, vous pouvez trouver à data.adem.fr, vous avez toutes les subventions qui ont été accordées. Je rappelle aussi que toutes les subventions à des collectivités ont le contreseing du préfet de région. Il y a un lien depuis la loi 3DS très proche, et j'ai rencontré chacun des préfets de région, très proche, puisque le préfet de région est délégué territorial de l'ADEME. Donc voilà, je suis à votre disposition. On a notamment des chiffres de KPI. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont posé la question, tout à fait légitime, je répondrai tout à l'heure à la question qui m'a été posée par M. Tête, mais tout à fait légitime sur notre efficacité. Juste un chiffre. J'ai dirigé des entreprises, j'ai dirigé des collectivités. Je n'ai jamais vu des chiffres comme cela. En 4 ans, si on prend en 2020, prenons en 2020, on gérait 800 millions d'euros. On était 935 ETP. D'accord ? 800 millions d'euros. Si je prends les ETP, CDI, intérim, etc. On est passé en 2024
à 3,4 milliards donc, avec 1300 ETP. Ça fait 155% de gain de productivité. Pas par miracle, pas par miracle. Parce qu'on a réussi une automatisation de flux et de systèmes d'information, une dématérialisation complète de bout en bout, un système Opal. Ce projet a été réussi. Je n'en porte pas les fruits moi-même, hein, il était avant que j'arrive. C'est un magnifique projet d'automatisation et de gestion des flux de systèmes d'information. Parce que nos équipes, je le dis, comme je le pense, ont absorbé une charge importante, une charge très importante, parce qu'aussi, on a fait du re-engineering de processus. Donc le gain de productivité factuel en millions d'euros gérés par ETP, excusez-moi, je réduis notre activité, c'est très réducteur, mais je le réduis à des chiffres macro qu'on peut regarder vu de loin. Ben, notre efficacité en termes d'euros gérés pour le compte de l'État a augmenté de 155% en 4 ans. Je n'avais jamais vu ça. Donc regardons ça, analysons ces chiffres et on rend des comptes et c'est normal. Sur les ZFE, et d'ailleurs, comme maintenant on produit des KPI, des indicateurs qui traduisent tout dans notre activité, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau aux femmes et aux hommes qui travaillent à l'ADEME, évidemment, c'est ma paroisse. Je voulais aussi rappeler que l'absentéisme à l'ADEME est inférieur à la moyenne des entreprises privées et inférieur à la fonction publique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport officiel de l'État. Donc c'est des femmes et des hommes engagés qui ont absorbé aussi sur leur charge de travail, sur la pression opérationnelle, pour que chaque euro que l'État nous a confié, on ait pu l'injecter dans ces projets de territoire. Voilà, je le dis un peu avec passion, mais c'est vraiment... Vous savez, quand on est à l'ADEME, et vous avez été peut-être en réunion avec des femmes et des hommes qui travaillent à l'ADEME, ils savent pourquoi ils sont là et ils ont envie que ça marche. Et ils s'y consacrent. Après, on fait des erreurs peut-être, on gère plus ou moins bien des choses, mais on a le cœur à l'ouvrage et je tenais à le dire. Sur les ZFE, mais nous on décide rien sur les ZFE. C'est les élus qui pilotent les ZFE. Ah non, mais moi, je reste à ma juste place. Non, mais c'est très important. Moi, je pense que les ZFE sont indispensables sur la qualité de l'air, la gestion, alors peut-être pas la forme de la ZFE, mais je viens de Strasbourg, on a eu des problèmes de qualité de l'air énormes. On a eu des amendes de la Commission européenne parce que l'air était trop pollué et qu'il y avait des sujets de pollution d'air. Donc on était dans les villes qui étaient sur le radar. Donc je vois bien ça. On a des enjeux de santé publique qui sont majeurs. Après, que ce soit une ZFE, que ce soit une autre forme, parce que c'est des émissions des cheminées individuelles. Vous savez que les cheminées individuelles, quand elles sont mal gérées sur des foyers ouverts, c'est une catastrophe de qualité de l'air. Je parle purement de qualité de l'air. Donc, le sujet de qualité de l'air, qui est dans les sujets d'intérêt de l'ADEME, c'est un vrai sujet. Mais la ZFE, l'ADEME n'a jamais décidé d'une ZFE ou pas. En revanche, on sera systématiquement aux côtés des élus qui souhaitent entamer un projet de ZFE. C'est notre responsabilité aussi d'apporter des outils méthodologiques, d'apporter du soutien méthodologique. Et donc, nous, on reste à notre juste place. On ne décide pas de ZFE, en revanche, mais comme on ne décide d'aucun projet, on n'est pas porteur des projets. C'est les collectivités ou les entreprises qui portent ces projets. Seulement, soyons clairs, quand une entreprise ou une collectivité lance un projet, on est à leur côté, et c'est la responsabilité que nous confie l'État. Voilà, je suis désolé, il y aurait tellement de choses à dire, je suis obligé de passer peut-être un peu vite dans le temps qui m'est imparti. Madame Brulebois, je vous remercie. Votre intervention me permet de souligner que 62% de nos projets sont en ruralité, pas en périurbain, en ruralité. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que quand je regarde l'efficacité carbone de l'euro investi, c'est toujours beaucoup plus efficace d'aller investir au centre-ville dans un réseau de chaleur que d'aller dans un territoire rural. 62% de nos projets sont en ruralité. Et on tient à avoir, et c'est pour ça qu'on a un dialogue avec l'État déconcentré, avec les préfets, mais aussi avec les élus. On tient évidemment, on a un rôle important à cet égard. Vous l'avez très bien dit sur les coûts des investissements, de l'investissement d'aujourd'hui. Le ministre des Finances le redisait, un euro investi aujourd'hui, c'est un euro, c'est moins d'euros que ce qu'on aura à dépenser demain. Vous m'interrogez sur le réseau Élus pour agir. Je pense vraiment que l'ADEME, qui est donc un opérateur de l'État, doit s'ouvrir au maximum. C'est ce que je disais tout à l'heure en termes de clés de décryptage de la transition écologique. La transition écologique, c'est complexe. C'est des sujets complexes. Quand vous êtes élu, j'ai été maire de village, j'ai été président de Comcom, ben c'est compliqué. D'abord parce que vous gérez des projets dont vous êtes très fier. J'en ai géré plein dont j'étais très fier. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir une approche
vraiment de la transition écologique de mon territoire, rigoureuse. Et je n'étais pas en mesure d'inventer ces méthodes. Donc ces outils méthodologiques qui existent pour la méthodologie territoire engagé dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qu'on partage au réseau des élus. On en a fait un sur la canicule. La canicule, tout le monde a bien compris qu'il faut des arbres en ville pour faire des îlots de fraîcheur. Mais il y a beaucoup d'autres pistes qu'on peut mettre dans la gestion des couleurs, des solutions techniques. Bref, vous prenez un outil comme Plus fraîche ma ville, un outil très simple à disposition des élus. C'est ce genre d'outil qu'on partage et qu'on explique dans nos sessions d'élus pour agir, qui permet à l'élu, franchement, allez voir, allez sur Plus fraîche ma ville, vous passez 1 heure, vous êtes élu, vous regardez, et ça vous permet de voir les types de projets, les 10-15 types de projets clés, des exemples concrets, des budgets concrets, des méthodologies concrètes, des outils et des financements de l'État possibles. Madame Claire Lejeune, je vous remercie pour vos propos. Alors, moi, je reste à ma juste place dans tous les propos qui sont là. J'ai été vice-président de cette magnifique institution pendant 5 ans, donc j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, ce que vous êtes, pour les responsabilités que vous avez. Je reste à ma juste place. Donc moi, évidemment, je ne suis dans aucun j'ai envie de dire, positionnement politique, mais l'écologie et les sujets qu'on traite sont d'ordre de politique publique. Et donc notre responsabilité, c'est bien ça. Vous posez la question des effets qu'aurait la coupe sur les moyens d'action. Je vais quand même répondre au sujet des budgétaires. C'était également une question que j'avais par Madame de Pellichy. Donc les budgets qu'opère l'ADEME, c'est 3,4 milliards d'euros en 2024, 1,7 milliard sur France 2030, entreprises et des programmes type France 2030, 1,7 milliard avec plusieurs typologies, budget incitatif qui était de 1,3 milliard, avec le fonds chaleur, les 820 millions d'euros l'an dernier, avec le fonds économie circulaire 300 millions. Les moyens propres, alors donc les personnels, les femmes et les hommes qui travaillent à l'ADEME, c'est 120 millions d'euros, 20 millions d'euros de budget de fonctionnement pour les 27 villes dans lesquelles on est présent, les loyers, l'ensemble de ces sujets, et 10 millions dans les investissements, notamment d'outils. Donc ça donne effectivement des ratios en proportion qui sont, je voudrais donner un chiffre, depuis 5 ans, les dépenses de l'ADEME au sens moyen, cette fois-ci vraiment, n'ont pas augmenté depuis 5 ans par ETP. Alors tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, vous regardez tout dans les rapports qui sont publiés, dans les chiffres qui sont publiés. Le ratio de coût de fonctionnement par ETP depuis 5 ans, malgré l'inflation, malgré tout ce qu'on peut dire, n'ont pas augmenté d'1 euro. Dans une phase de croissance, hein, j'en suis bien conscient, mais n'ont pas augmenté d'1 euro. Sur les enveloppes budgétaires, après, je voulais dire, et ça, je le dis avec simplicité, mais il n'y a pas de dépenses somptuaires à l'ADEME. Et d'ailleurs, s'il y en avait, les inspecteurs d'IGF, croyez-moi, à 11 pendant 4 mois, les auraient vus. Il y a 76 véhicules de service pour 1050 personnes. Il n'y a pas de voiture de fonction. Je n'ai pas de voiture de fonction, mes directeurs n'ont pas de voiture de fonction. Il n'y a pas de dépenses somptuaires. Mes notes de frais, je les communique tous les ans à un journaliste qui me les demande, comme c'est normal, hein, on est un acteur public. Donc il n'y a pas de dépenses somptuaires. Donc je le dis parce que c'est important. J'ai entendu des choses qui sont factuellement fausses sur le train de vie. Enfin, voilà, c'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Monsieur Delautrette, je voulais rebondir sur les points que vous... Merci pour vos propos. Alors, là aussi, sur les budgets et sur l'impact 2025. Et j'anticipe sur la question qui m'a été posée par Jean-Pierre Tête, également par Monsieur Tête. Est-ce que je comprends les sujets budgétaires? Alors, j'ai eu la chance d'être parlementaire pendant 5 ans. Oui, je comprends la complexité. Et franchement, c'est normal d'avoir des débats sur des budgets importants. Et je pense qu'il est sain que le Parlement dise oui ou non. L'État dépense trop ou pas dans la transition écologique. On a besoin que vous vous prononciez. Parce que je pense que les entreprises et les territoires ont besoin de cet engagement de l'État. Donc, oui, c'est très sain de se poser ces questions-là. 92% des 3,4 milliards, comme je le disais, c'est directement
pour les territoires. Donc si on diminue ça, c'est moins d'argent pour les élus de vos circonscriptions, pour les entreprises de vos circonscriptions, avec encore une fois cette transparence totale et cette garantie de l'efficacité carbone de l'euro investi. Donc oui, je comprends les enjeux budgétaires, je serai évidemment respectueux et en tant qu'opérateur de l'État loyal aux décisions qui seront prises, évidemment. C'est une évidence, mais je vais le dire. Pareil sur les modèles. C'est vous, encore une fois, qui définissez nos missions. Et ma philosophie, c'est que je suis bien sûr ouvert à tous les sujets de débat que vous me proposerez, que mon ministère de tutelle me demandera d'étudier. On le fait de bonne foi, on n'est pas dans un rôle conservateur où il ne faut absolument rien changer, non. On est ouvert, évidemment, et on sera loyal, je serai loyal et mes équipes seront loyales aux décisions qui seront prises par le Parlement et bien sûr par nos tutelles qui, au quotidien, nous mandatent sur telle ou telle réflexion ou tel projet. Sur les doubles instructions, j'ai eu une question sur les doubles instructions. Alors, on a eu le sujet de l'Île-de-France qui a un peu posé question. Soyons factuels, il y a 85 dossiers en Île-de-France en 2024 qui ont été co-instruits sur 480 dossiers, ça fait 17% des dossiers qui ont eu effectivement du cofinancement entre l'ADEME et la région. Après, chacun dans son rôle. Nous, on a des ingénieurs hydrogène qui vont regarder la pyrogazéification du projet d'hydrogène. Les fonctionnaires de la collectivité régionale vont regarder peut-être l'impact emploi, l'impact du tissu et du bassin du territoire qu'ils connaissent parfaitement que nous, qui n'est pas dans notre périmètre. Donc chacun peut cofinancer un dossier avec sa perspective, évidemment, et c'est heureux. Mais enfin, 17% des dossiers cofinancés, pas 100%, 17%. C'est-à-dire déjà, il y en a 83% qui ne sont pas co-instruits. C'est important de préciser ces chiffres. Et puis, il y a un sujet sur l'État, et je rebondis sur les questions de M. Tête. L'État reprend la main. L'État n'a pas perdu la main sur l'ADEME. Et je vais l'illustrer avec plusieurs choses. D'abord, nos missions sont écrites dans la loi. Ensuite, je le redis, alors on a un contrat d'objectifs et de performance, on a 3 tutelles. La recherche, on oublie souvent l'expertise de l'ADEME, il y a 150 doctorants, et on a une tutelle du ministère de la Recherche, parce qu'on travaille sur ces sujets de recherche, sur la transition écologique. L'écologie, bien sûr, et la transition écologique, Madame Agnès Pannier-Runacher, et puis l'énergie, c'est un point important. Et donc, c'est avec le ministre M. Ferracci. On a dans ces tutelles des mandats et des missions très claires. Après, je le redis, toute subvention à une collectivité a le contreseing du préfet de région. Tous les préfets de département voient l'ensemble du portefeuille tous les 3 mois qu'on leur envoie dans chacune des régions. 100% de nos subventions sont transparentes. L'État ne s'est absolument pas défaussé du contrôle de l'ADEME. Et d'ailleurs, l'un d'entre vous disait le budget de l'ADEME, que l'ADEME a donné un budget à un projet. En fait, encore une fois, c'est l'État. Et à chacune de mes prises de parole, vous le verrez, je rappelle notre juste place. Et notre juste place, c'est qu'on est un opérateur de l'État. Et vous ne trouverez pas de faute de quart dans mes prises de parole pour dire dites merci à l'ADEME. Non, il faut remercier l'État, les budgets que vous votez. Et lorsque j'ai mis en place les sessions tous les ans avec les parlementaires, tous les ans vous recevez une invitation. Alors je sais que vos agendas sont très contraints, mais vous recevez une invitation pour rendre compte des projets qui ont eu lieu dans votre région l'année d'avant. Alors après, je rappelle que tout est disponible sur data.adem.fr si vous souhaitez voir précisément dans les villes qui vous concernent. Mais pourquoi on fait ça? Parce que c'est la moindre des choses de vous rendre compte des différents projets qui concrètement naissent sur vos territoires. Donc c'est un point important et franchement, je voudrais résumer la puissance du modèle actuel depuis la loi 3DS. J'étais dans l'hémicycle quand la loi 3DS a été votée. À l'époque, il y avait des débats pour dire mais est-ce qu'on va mettre sous tutelle l'ADEME? Je me rappelle de ces débats qui étaient un peu enflammés. Mais en fait, mon directeur de la région Aura, c'est celui qui a mieux résumé les choses. J'ai commencé par un tour de France en voyant tous les préfets de région pour leur dire, je vous rappelle que les préfets de région, ils évaluent mes directeurs. Ils évaluent la performance individuelle de mes directeurs.
Et mon directeur Aura, il m'a dit, écoute, c'est facile. On a un sujet de décarbonation avec France 2030. J'ai été voir le préfet, la préfète. Elle a invité toutes les entreprises carbonées de la région. Ils étaient tous là, les numéros 1 et les numéros 2. Moi, j'aurais mis 3 ans pour essayer d'atteindre le N-3 de ces gens-là. Et j'ai pu, pendant 1 heure, leur présenter les programmes de l'État et la façon dont on pouvait les accompagner sur nos outils, nos méthodologies, les financements de l'État. Donc voilà, ça résume très bien la puissance de ce modèle-là. Donc je pense qu'on a un modèle efficace, puissant. Après, il peut évoluer. Après, c'est évidemment, on est ouvert à toutes les discussions. Mais on a cette force. Et le deuxième point, c'est ce que j'appelle l'essaimage. Qu'est-ce qui est puissant dans ce modèle-là? J'étais à Vire, il y a une magnifique laiterie. Mes équipes me disaient, j'étais en Normandie avec mes équipes en Normandie, elles me disaient, dans cette laiterie, on a réussi à récupérer de la chaleur fatale du bloc froid pour l'injecter dans le processus industriel avec une PAC haute température. Bref, un truc incroyable parce que peu d'investissement, retour sur investissement au climat énorme. Mais qui d'autre que l'ADEME peut prendre ce sujet, l'identifier, le modéliser, l'analyser avec des ingénieurs qui regardent le jeu et essayer de l'essaimer? C'est-à-dire de dire où est-ce qu'il y a peut-être 150 laiteries en France qui pourraient bénéficier de la même approche. Donc cet essaimage, donc j'ai créé le métier d'essaimeur. C'est Patricia qui en est en charge, directrice générale déléguée. L'essaimeur, c'est celui qui va essayer de voir dans toutes les bonnes pratiques comment on peut identifier, les modéliser, mettre un peu de temps d'ingénierie pour pouvoir les essaimer. Et ça, c'est un rôle qui allie la force de notre présence territoriale au plus près des entreprises, au plus près des collectivités, et la puissance d'un réseau qui peut le déployer sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, moi je vois la force et l'intérêt de ces modèles, mais évidemment on est ouvert à tout échange sur le sujet et on sera bien sûr actif dans toutes les réflexions qu'on pourra avoir. Monsieur Nicolas Bonnet, merci pour vos propos et vos questions. Sur l'adaptation, peut-être juste un petit zoom, parce que là je n'ai pas abordé le sujet. On a lancé une expérimentation avec 100 collectivités qui a été lancée par la ministre Madame Agnès Pannier-Runacher, où on est main dans la main avec le CEREMA, avec un guichet unique, où on essaye de partir non pas des guichets et des dispositifs, mais de partir de collectivités qui ont des enjeux spécifiques d'adaptation. Donc c'est une expérimentation, c'est trop tôt encore pour faire un retour sur expérience, mais évidemment le sujet d'adaptation il est complexe, parce que la décision publique est complexe. En fait, l'adaptation, ce n'est pas on reconstruit tout comme on faisait avant, parce que ça a été détruit quand il y a une crise. Et vous savez très bien que ce sujet d'adaptation, c'est d'abord un sujet d'anticipation et puis de décision publique. Peut-être que dans certaines zones, trop inondées trop souvent, il faut arrêter de construire des nouvelles. Voilà. Donc toutes ces réflexions qui relèvent de l'élu local, en l'occurrence, et du préfet, c'est des sujets d'adaptation complexes. Nous, on a des outils assez puissants, on travaille main dans la main avec le CEREMA, et ça me permet d'aborder le thème de la redondance ou pas avec d'autres opérateurs. J'ai eu 2 remarques, même 3 remarques lors de mes auditions quand j'ai postulé au poste de président de l'ADEME, de parlementaires qui me disaient « vous marchez trop sur les pieds avec le CEREMA ». On a fait ce que j'avais dit qu'on ferait dans mes oraux, c'est-à-dire qu'on a écrit à tous nos directeurs. C'était la première fois qu'il y avait un courrier commun du patron du CEREMA, de l'ADEME, de la NCT et de la Banque des Territoires pour dire « vous vous enfermez dans une salle pendant une journée, vous regardez nos points forts, nos points faibles, là on se marche sur les pieds, là on répond aux besoins des collectivités en ingénierie, là on répond mal. » Ce qu'ils ont fait. Parfois ils se connaissaient très bien, ils travaillaient ensemble, parfois ils ne se connaissaient pas. Et depuis, on a vu que les zones de recoupement, effectivement, étaient le plus important avec le CEREMA. On a lancé avec le CEREMA des COMEX communs. Et on porte une thèse qui est de dire qu'il faut une seule méthodologie par thématique dans la sphère État. Parce qu'on est un monde d'ingénieurs, je suis ingénieur de formation. Quand on fait 10 fois une chose, la 11e fois, on fait une méthodologie. Mais sauf qu'après, vous avez une méthodologie de l'ADEME, vous avez une méthodologie du CEREMA, et puis après, quand on fait une méthodologie, on met quoi? On met un chef de produit, un chef de méthodologie, et puis on fait de la com sur notre méthodologie, puis on va voir les... Et là, ils n'y comprennent plus rien. Donc, une seule méthodologie dans la sphère État. J'ai fait le premier pas en abandonnant une méthodologie de l'ADEME sur la nature en ville au profit de celle du CEREMA qui était meilleure, qui s'appelle Sésame. Ils ont fait le deuxième pas
on a fait des COMEX. Évidemment, on dit ça comme ça, mais évidemment, il y a du travail derrière, d'ingénierie, de calage, etc. Ils ont fait le deuxième pas en abandonnant leur méthodologie sur l'adaptation au profit de notre méthodologie de TACT. On a fait un troisième COMEX sur les friches, sujet extrêmement compliqué. On n'en a pas parlé et pourtant c'est important à l'ADEME. Vous savez que le sujet des friches est un sujet majeur aujourd'hui. Sur les friches, on était très complémentaires dans nos outils méthodologiques. Donc on a affiné ça et on continue sur les mobilités où on a encore des zones de recoupement. Donc ce travail d'optimisation, il est essentiel et dans le projet adaptation, il prend complètement forme. Monsieur Cosson, vous avez parlé de l'économie circulaire et vous avez raison. C'est d'abord un sujet de souveraineté en fait. Bien sûr, c'est un sujet climat, économie. Enfin, c'est un sujet de souveraineté. J'étais avec un industriel de l'acier. Il me disait, on réintègre que 10% d'acier recyclé, enfin de métaux recyclés dans mon processus de fabrication. Je pourrais monter à 30, peut-être 40%. Mais tout le métal recyclé, il part à l'étranger. Donc on a des sujets là de flux, d'orientation des flux et de recyclage qui fait qu'à chaque fois qu'on recycle et qu'on incorpore dans la matière des métaux recyclés pour faire de l'acier, bah, on évite d'importer des matières vierges de l'étranger. Donc, y a-t-il, et vous parliez de l'enfouissement, qui est un sujet, malheureusement, le temps est passé, donc il faut que j'aille vite, mais y a-t-il des freins législatifs? Alors, sur les freins législatifs, en fait, je ne peux pas ébaucher une réponse si rapidement, en tout cas sur les sujets que vous avez mentionnés d'économie circulaire. On a, on mentionnait tout à l'heure 210 millions de budget en moins sur les 1,3 milliard, et ça va notamment toucher le fonds économie circulaire. Ça nous permettra plus de faire les projets de CSR, les combustibles solides de récupération, qui sont des solutions pour lutter contre l'enfouissement, parfois, qui ont une criticité en particulier dans l'outre-mer. Alors après, les projets ne sont pas forcément immédiats pour tout de suite, mais ces sujets d'économie circulaire sont un enjeu considérable. Je dois passer, le temps passe. Pour répondre à votre question, Madame Violent, merci pour vos propos sur la décarbonation de l'industrie. Vous avez tout à fait raison de souligner la nécessité de plans sectoriels, notamment dans ACT. On a travaillé sur des plans sectoriels de transition, des PST. Ces plans de transition, c'est quoi? C'est un dialogue avec les acteurs économiques pour voir quelles sont les solutions de transition. Et ces plans qui ont été élaborés en plusieurs années avec l'ensemble des acteurs, des filières économiques, permet maintenant d'avoir une visibilité claire sur comment la filière peut permettre d'atteindre la trajectoire des accords de Paris. ACT, c'est aujourd'hui une méthodologie pour nous centrale parce qu'encore une fois, ça permet aux entreprises de construire un plan de décarbonation solide, c'est ACT pas à pas, et après de l'évaluer de façon la plus scientifique possible et la plus opposable, la plus objective. On était très heureux de la signature de cette convention avec la Banque de France, et Pacte Industrie, qui est financé par des C2E, nous permet d'accompagner le déploiement auprès d'entreprises. Et je ferai un tour de France des clubs des ETI et des MEDEF régionaux, qui voudront bien m'inviter, bien sûr, pour présenter cette méthodologie un cran plus loin et leur proposer des expérimentations avec 7-8 entreprises qui le souhaiteront. Pacte Industrie nous permet de financer ce type d'ingénierie qui permet de faire le choix, de franchir le pas, j'ai envie de dire, et d'accepter cette logique de dire non seulement la transition écologique c'est important, non seulement je vais me décarboner, mais en plus je vais en faire un avantage concurrentiel pour mon activité. Et enfin, Madame De Pellichy, donc sur les budgets, je pense avoir à peu près répondu. Sur les doublons, c'est vraiment le sujet avec le CEREMA que j'ai évoqué. Maintenant, on continue à aller un cran plus loin sur ces COMEX par COMEX. Tous les 2 mois, maintenant, on a vu avec Pascal Berthaud, on aura un COMEX commun tous les 2 mois pour continuer cette dynamique. Donc ce n'est pas un budget de l'ADEME pour Suisse Chrono, c'est vraiment un budget de l'État que nous avons opéré et c'est une très belle entreprise et j'étais très heureux d'être à l'inauguration parce que c'est un exemple réussi de décarbonation, en plus avec des panneaux, panneaux bois. Enfin, c'est vraiment une très belle
une très belle réussite de votre territoire. Voilà, Madame la Présidente, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible dans le temps qui m'était imparti. Merci, je sais que c'est jamais facile puisqu'on avait des réponses, des questions assez complètes, donc vous nous faites des réponses complètes, c'est bien normal. Donc on va passer aux questions de 1 minute, il y en a 2 par groupe. Je vais les prendre à la suite et donc on démarre avec Frédéric Pierre Voss. Ah, pardon, Monsieur Houssin. Alors, il y a un micro d'allumé. Ah oui, c'est le... Oui, Monsieur Voss a dû partir, donc si vous voulez bien, je vais poser une autre question au pied levé. Très bien, allez-y. Monsieur le Président, le Conseil d'analyse économique a mesuré l'écart entre la consommation d'énergie théorique donnée par le DPE et la consommation réelle sur facture de 150 000 logements. Les résultats sont assez surprenants puisqu'on constate en fait que la hausse de consommation d'énergie entre un logement A et B et un logement G est 6 fois plus faible dans la réalité que ce qui est prédit par le DPE. Ce qui pose un vrai sujet de réalité, si je puis dire, des économies d'énergie qu'on réalise par le biais de certaines des rénovations que vous financez. Donc je voulais savoir si vous avez eu connaissance de cette étude et si elle vous inspire des nécessités peut-être de changement de politique dans ce domaine. Et puis, est-ce qu'on peut aussi, parce que je pense que vous n'en avez pas parlé, peut-être évoquer le sujet de la fraude à la rénovation énergétique et ce que vous pouvez faire, vous, pour veiller que les projets auxquels vous participez ne soient pas concernés par ce problème. Merci. Sébastien Imbert. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, votre agence de la transition écologique est, depuis ces derniers jours, décriée par de nombreux responsables politiques. À juste titre, votre mission d'appui technique à la construction des politiques de transition écologique s'est malheureusement transformée en lobbying anti-nucléaire dans un pays qui était la vitrine mondiale de cette énergie décarbonée. Ainsi, votre agence est allée jusqu'à écrire dans un rapport qu'en 2050, la France pourrait avoir une électricité 100% fournie par les énergies renouvelables, espacée du nucléaire. D'autres ont essayé et en sont revenus au charbon. Élu d'un département rural, ma circonscription subit de plein fouet les politiques d'implantation d'énergie dites renouvelables, au grand désarroi de la population devant subir les nuisances d'une multitude d'éoliennes autant inutiles que dévastatrices pour notre biodiversité. Monsieur le Président, alors que nos centrales nucléaires sont opérationnelles et que la France exporte à nouveau de l'électricité, pourquoi continuez-vous à promouvoir dans vos rapports l'arnaque que constituent des énergies dites renouvelables largement rejetées par les Français? Je vous remercie. Merci. On poursuit avec Freddy Certain. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous accompagnez dans les territoires le financement de PME et de TPE qui ont à cœur de pouvoir proposer des solutions innovantes en matière de réemploi et de transformation des matériaux. Dans ce contexte, je souhaitais aujourd'hui partager avec vous la terrible expérience d'une entreprise de ma circonscription qui a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros afin de pouvoir créer, à destination des particuliers et des professionnels, une unité de fabrication de granulés de bois à partir du recyclage des palettes issues du secteur du transport et de la logistique. Malheureusement, l'ADEME a considéré que l'usage de ces matériaux transformés ne rentrait pas dans le champ de ces financements possibles. Dès lors, Monsieur le Président, au regard de cette problématique concrète, comptez-vous revoir vos référentiels en la matière? Je vous remercie. Merci. Monsieur Sylvain Carrière. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'ADEME, le réemploi des contenants en verre économise 80% d'émissions de gaz à effet de serre et 50% d'eau par rapport au recyclage. La loi AGEC de 2020 contraint les gros producteurs et distributeurs à réemployer 5% de leur emballage en verre à partir de 2023. Ce seuil sera à 10% pour tous les metteurs en marché en 2027. Dans ce cadre, de nombreux centres de lavage se sont développés partout en France sous un groupement d'opérateurs de réemploi, France Consigne. Pourtant, 6 centres ont été écartés du premier appel à candidature de Citeo, Locaver 24. Pour cause, un rendement jugé insuffisant. Mais l'ensemble de ces unités industrielles lavent entre 3 000 et 4 500 unités par heure, ce qui est déjà au-delà de la demande. Pourquoi donc écarter des unités déjà pérennes qui peuvent s'agrandir si leur carnet de commandes grossit ? Monsieur le Président, que comptez-vous faire afin de permettre à ces centres pesant pour 50% de la capacité de lavage de contenants en verre en France aujourd'hui de bénéficier des soutiens de Citeo? Je vous remercie. Merci. On poursuit avec Gérard Le Seul. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président,
La décarbonation de nos économies et singulièrement du transport constitue un défi majeur pour notre société et cette exigence prend plusieurs formes, pression des chargeurs, mise en œuvre de ZFE, normes euro de plus en plus strictes, etc. Et même si l'on constate que la vente de véhicules électriques, particulière en France et en Europe, occupe une place de plus en plus importante, près de 20% de part de marché, force est de constater que l'accès aux véhicules électriques semble plus difficile pour les acteurs professionnels, et en particulier pour les véhicules utilitaires légers, les VUL, à batterie, pour les artisans et pour les dirigeants de petites entreprises. Je rappelle que 90% des sociétés ayant des VUL sont des sociétés avec des flottes de 1 à 4 véhicules utilitaires représentant 45% des VUL. Alors, certains opérateurs, comme Wattea, proposent de créer un fonds de garantie à destination des TPE pour les aider à acquérir ou à louer des VUL électriques. L'ADEME serait-elle prête à gérer ce fonds de garantie et seriez-vous prêt, Monsieur le Président, à y travailler avec la représentation nationale? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Chantal Jourdan. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais vous dire ma confiance et la confiance dans l'agence. Alors, il se trouve que j'habite dans l'Orne, et l'Orne, même si vous êtes venu récemment, voilà, c'est un département qui ne connaît pas bien l'ADEME, en tout cas les élus ne connaissent pas bien l'ADEME. Voilà. Et alors, je voudrais aborder avec vous surtout un problème. Donc, c'est un département qui subit une déprise de l'élevage avec la disparition des haies. Et pourtant, un certain nombre d'agriculteurs essaient donc de les maintenir. Et pour les maintenir, ils ont besoin d'une valorisation économique. Ils ont essayé de mettre en place donc une filière et recherchent donc des débouchés, et notamment auprès des collectivités pour les petits réseaux de chaleur qui sont adaptés à la valorisation donc des haies bocagères. Donc voilà, je voulais vous parler de ce problème et savoir comment l'ADEME pourrait éventuellement intervenir pour une meilleure connexion entre donc les agriculteurs, les collectivités. Merci. Voilà. Je donne la parole à Marie Pochon. Merci Madame la Présidente, Monsieur Wazerman. Vous avez pu rappeler dans votre présentation liminaire que votre agence, dont le rôle et la gestion est pourtant souligné par l'Inspection générale des finances, est sous le feu des critiques démagogiques d'une droite radicalisée qui, non contente d'avoir creusé la dette, hurle de tous les côtés que la transition coûte trop cher, en oubliant au passage non seulement le coût de leur fauteuil ou de leur dîner en ville, mais aussi le fait que l'absence de transition nous conduira tout simplement au gouffre. Et pas pour n'importe qui de la même manière. Vous mettre une cible dans le dos, détricoter vos budgets, c'est creuser la fracture territoriale, abandonner notamment nos territoires ruraux, ceux qui ont le moins de moyens, à eux-mêmes. Vous le dites très bien, 62% de vos projets y sont portés. Nous, écologistes, en sommes convaincus, il n'y a pas plus injuste que de ne pas faire de transition. Aussi, Monsieur le Président, plutôt que de vous demander quel sera l'impact sur vos activités des coupes budgétaires débattues en ce moment, je voulais vous poser une question plus en ligne avec les réalités scientifiques de notre monde que certains se plaisent à ignorer. Idéalement, donc, de quoi auriez-vous besoin de notre part pour encore mieux mener vos missions? Je vous remercie infiniment. Merci. Je donne la parole à Jimmy Pahan. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je voulais vous interroger sur les décharges littorales, sujet important cette année de la mer. Dans les années 60 à 70, ces décharges sauvages ont été constituées de matières désorganisées pour faire face au manque de déchetterie. Les déchets qui étaient alors enfouis à plusieurs dizaines de mètres de la mer se retrouvent aujourd'hui dans certaines régions soumises à une forte érosion, grappillées par les vagues du fait du recul du trait de côte. L'exemple le plus connu est peut-être celui de Dolmar. 400 000 tonnes de déchets ont été entassés sur une falaise qui, après être affaissée, libère des mètres cubes de déchets chaque année dans les océans. En 2022, un plan national de résorption de ces décharges a été lancé. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de l'ADEME dans ce cadre et nous faire un suivi de son plan et vous dire, comme beaucoup de mes collègues, que le rôle de l'ADEME est fondamental pour la transition écologique et soyez donc assurés de notre total soutien. Merci. Monsieur Hubert Hoth. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, cher Sylvain, dans ma circonscription, nous avons hérité d'un passé de plus de 50 ans, une décharge qui menace fondamentalement une ressource vitale, l'eau, et elle a déjà provoqué cette dégradation puisqu'il a fallu intervenir à plusieurs reprises durant ces 50 dernières années, de différentes manières.
Et aujourd'hui, depuis 2021, il a été décidé au plus haut niveau de l'État par la ministre en responsabilité à cette époque de flécher 40 millions d'euros pour résorber définitivement ce gisement dangereux et qui menace les générations futures. C'est la préfecture, les collectivités territoriales concernées qui sont à l'œuvre. Et vous, en tant qu'agence, l'ADEME en premier chef, vous êtes une trousse à outils de l'État. Une trousse à outils qui est douée d'une agilité. Merci, monsieur le député. Et il nous faut comprendre à quel point ce rôle, le vôtre, est irremplaçable dans une situation comme celle-là. Merci Expertise, beaucoup. Efficacité et précision. C'est 1 minute. Je donne la parole à Xavier Roseren. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Le premier poste de décarbonation de nos stations de montagne passera par le transport des personnes qui viennent en station, mais le deuxième poste, c'est la rénovation et l'isolation des bâtiments. Les territoires de montagne qui sont confrontés à des conditions climatiques rigoureuses présentent des besoins accrus en matière de rénovation énergétique pour garantir le confort des habitants et réduire les coûts énergétiques. Ces enjeux sont cruciaux pour lutter contre la précarité énergétique et accompagner la transition écologique dans les zones où le bâti ancien est fréquent. MaPrimeRénov' joue ici un rôle clé en soutenant les ménages dans leurs travaux. Toutefois, le cas de fraude constaté fragilise ce dispositif et détourne des ressources essentielles qui seraient nécessaires à la rénovation. Quelles préconisations pourriez-vous faire afin de mettre fin à ces fraudes? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à détecter plus efficacement ces fraudes? Est-ce que le contrôle, par exemple, par des photos géolocalisées avant-après les travaux, avec un traitement automatique, pourrait être efficace? Merci. Merci. Je donne la parole à Vincent Thiebaud. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, tout d'abord, merci pour votre présentation. Vous l'avez dit, effectivement, la transition écologique ne pourra se faire qu'à travers les territoires. Et vous avez bien démontré, effectivement, toute la partie des subventions et des montants conséquents qui l'État verse au territoire à travers l'ADEME. Mais il y a un point essentiel, effectivement, c'est comment accompagner les territoires, notamment les territoires qui s'ignorent souvent sur leurs possibilités, leurs capacités, donc l'importance de l'ingénierie. Je sais que l'ADEME subventionne tout un ensemble de postes au sein même des collectivités territoriales pour leur apporter justement cette ingénierie qui est nécessaire. Parce que là où certains disent effectivement on n'a pas besoin de l'ADEME, les collectivités savent faire, en fait non, elles savent faire parce qu'elles n'ont pas l'ingénierie. Et souvent elles n'ont pas les moyens de payer des postes pérennes sur des projets qui eux sont ponctuels sur 2, 3 ou 4, 5 ans. Donc je pense que c'est important effectivement que vous nous rappelez effectivement ces chiffres, le nombre de postes qui sont au sein de collectivités qui sont financées par l'ADEME et qui sont essentielles pour les territoires et nos collectivités territoriales. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, pour vos questions. Je vous laisse, Monsieur le Président, y répondre. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci pour vos nombreuses questions. Je vais essayer d'y répondre et peut-être certaines, je reviendrai vers vous individuellement, si vous le voulez bien, pour des dossiers un peu plus précis. Monsieur Voss, sur les DPE, alors c'est vraiment la DHUP qui définit tout ça. On n'est pas à la manœuvre là-dessus, on n'est que en soutien. Donc j'avoue que sur les DPE et sur ces logiques de définition de la valeur des DPE, on a eu des points qui nous sont montés, mais on les renvoie systématiquement au ministère qui est vraiment pilote de cette définition, de cette ingénierie-là. Donc c'est pas pour botter en touche, mais c'est vraiment pas nous qui sommes à la manœuvre. Monsieur Imbert, non. Non seulement non, nous ne sommes pas anti-nucléaire. 95% de l'électricité en France est décarbonée. C'est une chance. Quand je dis, je vais vous donner une anecdote très simple. On accompagne une PME qui fait des systèmes de guidage optique laser dans les centres de tri. Il y a 18 ans, c'est une toute petite PME. Ils ont fait de l'innovation, ils les ont accompagnés. Aujourd'hui, c'est le numéro 2 mondial. Ils produisent leurs machines en France. C'est très électro-intensif. Et je disais au chef d'entreprise, mais au fait, est-ce que tu utilises le fait que tes machines, elles sont faites avec de l'électricité décarbonée, tandis que ton concurrent numéro 1, qui est numéro 1 mondial, il est allemand, donc elles sont fabriquées avec 25% de charbon. 25% de charbon. Et tu vends ces machines pour des centres de tri qui font l'objet de DSP avec des collectivités qui sont sensibles au climat. Il m'a dit, écoute, ça fait 18 ans que je travaille avec vous, mais je n'avais jamais vu les choses comme ça. Donc, ils ont adopté la méthodologie ACT pour pouvoir valoriser cet avantage concurrentiel. L'électricité décarbonée, c'est un avantage concurrentiel fort de la France. Il faut l'utiliser
et on incite le monde économique à le faire beaucoup plus. Parfois, les chefs d'entreprise sont réticents parce que ce n'est pas leur propre talent, c'est la politique énergétique de la France. Mais il faut qu'ils l'utilisent comme avantage concurrentiel. Quand vous avez un grand groupe international qui investit 50 millions d'euros dans de la décarbonation, ben, il lance des appels d'offres internes. Quand vous mettez 50 millions pour passer du gaz à l'électricité en France, il est 100% efficace, enfin 95% efficace. Si vous faites la même chose en Allemagne, ben, vous tombez sur l'électricité pas complètement décarbonée, donc il est que 75% efficace. Si vous le faites en Pologne, il est même pas 50% efficace. Donc on a un avantage concurrentiel énorme. Donc vous ne trouverez pas dans mes propos, dans nos écrits, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas du tout le positionnement qu'on promeut, et vous pouvez le vérifier depuis 1 an et demi dans tous les rapports et les écrits qu'on fait. On tient à la décarbonation, et c'est vraiment notre fil conducteur. Alors, Monsieur Certain, j'aurais besoin de voir le cas d'entreprise, si vous permettez. On prend un créneau, je contacterai vos équipes et on verra le cas spécifique, parce qu'évidemment, chaque dossier est particulier. Quand même, sur le bouclage biomasse, les granulés de bois destinés aux particuliers sont prioritaires. Donc on est peut-être sur ce sujet-là, c'est-à-dire que la destination du granulé, vous savez qu'il y a une contrainte importante sur la biomasse, et donc il y a ce qu'on appelle des ordres de mérite sur l'utilisation de la biomasse. C'est toujours mieux de couper un arbre pour en faire une maison, il y a un merit order. Ça commence par le bois matériau, parce que ça séquestre du carbone dans la durée. Alors c'est vrai que les sujets après de bois énergie, par exemple, viennent dans une hiérarchie très claire. Ici, on est sur des granulés. Il faudrait que je regarde exactement le dossier, je répondrai précisément. En tout cas, nous, on n'applique que des critères. Enfin, c'est pas... Je le dis parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit l'ADEME n'a pas voulu que... je suis désolé, on fixe des règles avec les ministères. On n'est pas freelance. Hein. On n'arrive pas en disant tiens, on va faire ça, et puis tiens, on va changer d'avis. Pas du tout. On a un cahier des charges très strict, à tel point que quand on délègue des budgets, on les délègue avec les règles, qui sont les règles du conseil d'administration validées par les ministères. Donc on est garant, certes, de la bonne application des règles, ça, 100%. On peut pas. Et si je déroge avec le conseil d'administration. Le conseil d'administration est souverain. Il peut déroger parce qu'il y a une règle, mais on estime qu'en l'espèce, il faut adapter. Sur les très grandes solutions, sur les solutions notamment de réseau de chaleur, parfois, il faut adapter les choses et on peut déroger, mais ce n'est pas moi qui déroge, c'est à ce moment-là le conseil d'administration. Donc, voyez-nous bien comme un garant de l'efficacité et du respect des règles, en éthique, bien sûr, mais aussi en efficacité carbone de l'euro investi de l'État. Mais si vous permettez, je prendrai contact avec vous et avec vos équipes. Monsieur Carrière, sur les logiques de Citeo, alors j'avoue que... oui, c'est... Bon, sur les filières, les logiques... les logiques, vous êtes là, pardon. Les logiques de mise sur le marché. Il y a plein de rapports en ce moment. On avait même un rapport qui voulait créer une nouvelle autorité indépendante sur le sujet des filières REP. C'est pas dans l'air du temps. Mais il y a un vrai sujet sur les éco-organismes. Le modèle, il est intelligent. Le modèle de la loi AGEC, je pense qu'il est intelligent parce qu'il permet quoi? Il permet de dire que les éco-organismes remontent dans la chaîne de valeur et vont notamment travailler sur le réemploi, la réutilisation, la réparation et vont être en charge de diminuer, et on le sait tous, il vaut mieux diminuer ce flux de déchets que uniquement le gérer sur le recyclage. Donc dans cette logique de réemploi, de réutilisation, la chaîne de valeur remonte. En revanche, moi, quand je suis arrivé, on était en procès avec 100% des éco-organismes. 100%. Ils refusaient d'appliquer le texte et de payer le montant qu'ils devaient payer. Nous, et je l'ai dit très clairement, quand on a une relation compliquée comme ça qui est devant le juge, c'est qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Nous, on a joué la carte de la transparence totale. Ils avaient l'impression qu'on n'était pas transparent sur nos coûts. On a partagé le coût de refacturation du mètre carré, la masse salariale de nos salariés. Enfin, on a été ultra transparent sur tout parce que c'est de l'argent que les éco-organismes auxquels ils contribuent. Il y a 0,6% de ces budgets qui servent à la gestion de ce processus-là. Donc, on a fait le job. Ils ont fait le job. On a pu résoudre tous
tous les problématiques qui étaient devant le tribunal administratif. Ils ont payé l'intégralité de ce qu'ils devaient au sens des textes. Donc on est revenu sur une relation apaisée, constructive et qui avance. Les choses sont lentes. Pourquoi ? Parce qu'on a notamment du reporting annuel et une temporalité de reporting qui est annuelle. Donc évidemment, le temps que les comptes soient bouclés des éco-organismes, pour qu'ils puissent, c'est mars, puis après qu'ils puissent revenir, on a des cycles de temps qui pour moi sont trop longs. Il faut qu'on arrive à réinventer ce modèle pour plus de réactivité dans le modèle. Mais enfin, on a, je crois, une relation extrêmement constructive avec les éco-organismes, ce qui, je vous le dis, n'était pas le cas il y a 1 an et demi. On est sorti de cette crise-là, on a pu apaiser les choses, on a un dialogue actif avec eux. J'étais présent, mon directeur général délégué en charge du sujet ou moi, aux réunions avec les éco-organismes. Donc, sur le sujet du lavage de verre, il faudra que je revienne vers vous parce que je ne le maîtrise pas. Mais en tout cas, sur les éco-organismes, c'est un point central aujourd'hui. Et on progresse. Il faut qu'on arrive encore à aller dans un dispositif de plus de réactivité. Monsieur Le Seul, merci. Sur la partie véhicules utilitaires légers et sur le sujet fonds de garantie. Alors, sur les véhicules, alors, en fait, la valeur d'un véhicule pour un artisan, c'est souvent l'installation qu'il y met, pas forcément la motorisation. Et j'étais surpris, on a beaucoup parlé du rétrofit notamment, parce que c'est un sujet qui concerne les artisans. Quand un artisan organise sa camionnette ou son VUL, il l'organise en fonction de ses outils, en fonction de sa disposition. Parfois, il investit de l'argent important dans son véhicule. Et du coup, on est sur des sujets de gestion des VUL et de rétrofit qui peuvent permettre de garder leur sujet. Sur les pressions des normes, là, j'avoue que je ne sais pas. Donc, je ne veux pas vous raconter de bêtises. Si vous permettez, là aussi, je reprendrai contact avec vous pour pouvoir vous apporter des éléments plus précis sur ce sujet de VUL. Je voudrais quand même souligner qu'il y a eu des VUL à l'hydrogène qui ont été annoncés par Stellantis pour innover dans ces types de motorisation. Madame Jourdan, oui, j'étais dans l'Orne à l'invitation du sénateur Bitz. En fait, j'ai rencontré le syndicat départemental, j'ai rencontré beaucoup d'élus qui travaillent sur le sujet au travers du syndicat départemental, qui est quand même remarquable. Hein, vous avez notamment dans les actions qu'il mène. C'est notre partenaire de terrain. C'est lui qui relaye des politiques de l'ADEME, des budgets que l'État consent sur l'aide au projet. Et ils ont une granularité, évidemment, qu'on ne pourra jamais avoir, parce qu'on n'a pas de présence départementale. En fait, on a une présence régionale, grosso modo 27 villes en France, donc régionale ou ancienne région, mais pas départementale. Hein, on n'a pas assez d'effectifs pour être en présence départementale. Donc on a des relais locaux, en l'occurrence le syndicat départemental qui fait un travail remarquable. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'élus, beaucoup d'entreprises à cette occasion. S'ils ne connaissent pas, je suis à votre disposition si vous souhaitez peut-être aller un cran plus loin dans des sujets spécifiques de votre département, je le ferai avec plaisir. Madame Pochon, alors sur les 105, alors sur les sujets de budget, qu'est-ce qu'il faudrait ? En fait, on est rentré dans une nouvelle ère de la transition écologique, à mon sens. C'est qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a eu la période des visionnaires, des lanceurs d'alerte et de l'éveil des consciences. Peut-être le travail n'est pas complètement fini, mais on est rentré dans une ère du chiffre, de l'objectif et du résultat. Parce que la France était 373 millions, si je prends l'exemple du carbone, qui est un des plus emblématiques, ça ne résume pas la transition écologique, bien sûr. C'était 373 millions de tonnes de carbone, on a un objectif, un point de passage à 278 millions en 2030. Bref, on a 5 ans pour trouver 105 millions d'économies de tonnes de carbone. C'est notre trajectoire des accords de Paris. Donc, le sujet pour nous, c'est comment chacune des actions, des programmes d'action publique, c'est ce qui se passe sur France 2030, c'est ce qui se passe sur le Fonds Chaleur, comment on peut modéliser ça et se dire, et c'est ce que fait le SGPE, a fait un travail remarquable sur ce sujet de quantification, de ciblage, d'identification des gisements. Antoine Payon et ses équipes ont fait un travail vraiment remarquable qui permet maintenant de passer
en fait, a des compétences un peu différentes. C'est-à-dire qu'il faut aussi des ingénieurs qui regardent l'efficacité carbone de l'euro investi, comme je le disais. Et donc, nous, notre sujet, c'est comment on arrive à atteindre ces 105 millions de tonnes. Nous, on y contribue dans les programmes que l'État nous confie. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Mais le vrai sujet de tout ça, vous avez raison, le vrai sujet de tout ça, c'est les inondations en Hauts-de-France. C'est les 3 départements en alerte orange encore aujourd'hui. C'est nos concitoyens à Mayotte. C'est les méga incendies. C'est ça les vrais sujets qu'on essaye d'adresser. Et ADEME, pas ADEME, avec, comme ça. Enfin, les vrais sujets, c'est ceux qui sont évidemment ceux de la cause pour la transition écologique, pour lequel nous sommes nombreux à nous engager au quotidien. Monsieur Pahin, sur les décharges littorales, merci de soulever ça, parce que c'est une fonction de l'ADEME, et je répondrai également au sujet qu'évoque monsieur Hott. Dans les 8% qui ne sont pas dans les 92% dont on parle souvent, il y a une activité que l'ADEME fait depuis 25 ans, qui s'appelle Cité Sol Polluée, qui consiste, ça concerne Dolmar, ça concerne la pollution au lindane de Winsenheim dont vous parliez, monsieur le député. Et il se passe quoi? Le préfet identifie un site défaillant, une entreprise a fait faillite, on ne peut plus retrouver personne en responsabilité. Donc l'État se retrouve avec le site sur les bras. Il me transfère la responsabilité juridique, tout ça se fait main dans la main entre le préfet et le ministère bien sûr, de gérer la mise en sécurité. Et on gère en fait aujourd'hui 300 sites encore en gestion active, 300 sites sur l'ensemble du périmètre, et ça fait à peu près 600 depuis 25 ans. Dans ces logiques-là, les décharges littorales, c'est un enjeu majeur. On nous a confié le pilotage, on le fait main dans la main avec le CEREMA. Dolmar, c'est quoi? C'est tout simplement, avec le recul du trait de côte, des déchets qui vont se retrouver dans la mer et dans l'océan. Donc évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire. On vient de signer avec Le Havre une convention pour agir concrètement. C'est plus de 20 millions d'euros de budget que l'État, au travers de nos équipes, va utiliser sur cette thématique de la reconversion de la décharge de Dolmar. Mais des enjeux évidemment majeurs. Sur Winsenheim, une trousse à outils, oui, mais aussi pour le coup une responsabilité, puisque j'en porte la responsabilité pénale, avec mes équipes de mise en sécurité de ces sites. Et après, avec l'État, qui bien sûr garde la main, on regarde pas à pas chacune des étapes. Monsieur Roseraine, vous parliez de la montagne et vous m'interrogiez notamment sur la prime rénov'. Nous, on gère uniquement le tertiaire privé. En fait, on a... vous posiez la question de la fraude. On a demandé, et je crois qu'il y a des textes en cours, on a demandé à Bercy de pouvoir faire je vous parle très pratiquement, la corrélation entre les RIB et le SIRET. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le droit d'avoir accès à cette base. Nous, ce qu'on demande, merci monsieur le député, ce qu'on demande, c'est uniquement un oui-non. C'est-à-dire, on a un SIRET et un RIB, est-ce que oui-non, ils sont cohérents? On ne demande pas d'autres informations que ça, on n'est pas l'administration fiscale, bien sûr. Mais ça nous permet, si la réponse est oui, d'être sûr qu'il n'y a pas de problème, parce que voilà. Et si la réponse est non, d'avoir une alerte. Et là, à ce moment-là, on fait les investigations qu'il faut. Mais pour nous, et pour moi, qui, pour des raisons personnelles, ai vu beaucoup de sujets de fraude, de tentatives de fraude, elles sont extrêmement sophistiquées aujourd'hui. Ce serait trop long de décrire là, mais elles sont extrêmement sophistiquées. Donc, on travaille avec le ministère des Finances sur le sujet. On a des avancées positives ces derniers mois. J'espère qu'on va y arriver, parce que c'est une solution très concrète pour limiter très significativement la fraude. Monsieur Thiebaud, vous soulevez un point extrêmement important. Ces 700 postes qui sont, sur lesquels l'ADEME apporte des financements de l'État au sein des collectivités. Alors, ce n'est pas du financement de postes complètement, c'est 30 000 euros par an pendant 3 ans. C'est la collectivité qui embauche la personne
et l'ADEME, avec validation du préfet, puisque chacune des dépenses sont validées par un préfet de région, avec une collectivité, sont validées par un préfet de région. Chacune de ces... alors, maintenant, on a un dispositif à 30 000 ou 40 000 euros en fonction d'atteinte d'objectifs, puisqu'on bascule sur des objectifs de résultats. Mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur dispositif, c'est-à-dire de permettre à la collectivité d'embaucher, elle crée un emploi, elle le gère, et nous, on doit faire la formation, l'animation sur des missions qu'on accompagne pendant 3 ans, et après, la collectivité n'a plus ses financements et gère cette activité en propre. Voilà. Donc je pense que c'est un dispositif très efficace, il est parfois sous les feux de la critique. L'État finance beaucoup de postes, les agences de l'eau le font également, beaucoup d'opérateurs le font. Tout ça doit être évidemment dans un souci de l'efficacité bien contrôlé par les préfets, et c'est le sens de l'histoire. Et enfin, en conclusion, je voudrais, Madame la Présidente, vous remercier pour le temps que vous m'avez consacré, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais peut-être finir sur 2 choses. Je suis à votre disposition, donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous mes contacts. C'est important qu'on puisse vous montrer concrètement l'action de l'ADEME sur vos territoires. Donc on vous enverra, comme tous les ans, une invitation aussi pour rendre compte des activités qu'il y a pu avoir dans votre circonscription. Et je voudrais terminer pour dire que l'ADEME est à sa juste place en tant qu'opérateur de l'État et que vous pouvez compter sur nous dans les missions que vous nous confierez. On essaiera de le faire avec engagement et avec le respect de l'argent public dont vous nous confiez la responsabilité de gestion. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, Madame la Présidente. Un grand merci, Monsieur le Président, pour vous être rendu disponible en peu de temps et pour avoir répondu très finement à nos questions. Au vu du contexte de remise en cause par certains de votre agence, il paraissait important de vous entendre et vous pouvez compter majoritairement sur le soutien de cette commission et le mien dans la mise en œuvre de vos actions au profit de nos territoires. Chers collègues, prochaine réunion demain à 9h, on auditionne l'agence bio et on désignera les membres des missions d'information. Je vous remercie.